Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence et bienvenue pour ce nouveau numéro du mensuel, le magazine Parler du Centre Pompidou, en salle et en ligne sur centrepompidou.fr. Aujourd'hui, il va être question d'architecture et de soins, il va être question d'espace. En 1964, dans un ouvrage intitulé « Naissance de la clinique », Michel Foucault proposait, pour aborder l'histoire de la maladie et de la santé, une approche assez curieuse puisqu'il proposait de distinguer entre trois types d'espaces. L'idée étant que pour comprendre ce qui se joue du côté de la maladie et du côté du soin, il faut voir comment glissent sur les autres, les uns sur les autres, trois grands types d'espaces. Il y a, premièrement, l'espace de la description de la maladie. Ces genres et ces espèces, au XVIIIe siècle, ont classé les maladies un peu comme on le fait en botanique, par genre et par espèce. Mais on utilise encore des métaphores spatiales pour décrire les maladies. Pensez aux troubles du spectre autistique, pensez aux tableaux cliniques. La nosographie est une cartographie et c'est un premier type d'espace. Deuxième type d'espace, la localisation des maladies dans le corps des malades. S'il peut paraître évident qu'une maladie se définit par l'organe qu'elle affecte, par le lieu dans lequel elle se circonscrit, il n'en a pas toujours été ainsi. Et d'ailleurs, il arrive que la maladie se déplace, se mettent à circuler dans le corps ou que certaines maladies soient délocalisées, déspatialisées. Il y a belle lurette que nous ne pensons plus que l'hystérie a son lieu dans l'utérus. Et puis, il y a un troisième espace et, tenez, Michel Foucault le décrit ainsi. On appellera spatialisation tertiaire, oui, c'est ainsi qu'il écrit, mais vous comprenez ce qu'il veut dire, l'ensemble des gestes par lesquels la maladie dans une société est cernée, médicalement investie, isolée, répartie dans des régions privilégiées et closes, ou distribuée à travers des milieux de guérison aménagés pour être favorables. Et il ajoute, tertiaire ne veut pas dire qu'il s'agit d'une structure dérivée et moins essentielle que la précédente. Vous voyez comment, pour Michel Foucault, la manière dont la maladie va être spatialisée, dont le soin va être distribué dans des espaces prévus à cet effet, tout cela n'est pas une considération extérieure, tout cela vient interagir profondément, intimement, avec le cours et les transformations de la santé elle-même. Après tout, nous le savons, l'épidémie de Covid n'était pas seulement une infection des voies respiratoires, c'était aussi une maladie des services de réanimation. Et c'est pourquoi il importe aujourd'hui de lire, de relire l'œuvre de Paul Nelson. Voici ce qu'écrivait Paul Nelson en 1936. L'architecte ne doit jamais, pendant la période de conception, penser architecture ni toucher un crayon, pour éviter ce danger de s'arrêter à une idée ou une forme préconçue qui limite la vie à l'architecture, quand au contraire, l'architecture doit naître de la vie et prendre la forme organique imposée par cette vie. Comment ne pas couler la vie dans une architecture qui la contraint ? Mais comment définir au contraire l'architecture comme une forme organique qui viendrait prendre en charge, prendre soin de la vie ? Voilà la question posée par Paul Nelson, voilà la question posée aujourd'hui, à l'heure de l'après-Covid, à l'heure où les espaces du soin ont été profondément interrogés et ébranlés par une crise mondiale. Cette question-là, c'est la question que Romain Lacroix va poser tout de suite avec ses invités. À tout de suite. Merci Mathieu Potbonneville pour ce lancement. Donc voilà, première table qui va débuter tout de suite. Elle est consacrée principalement et vraiment sur l'exposition et sur la personne de Paul Nelson. Je vais présenter nos intervenants. Joseph Abraham, qui est historien de l'architecture. Vous avez enseigné à l'école d'architecture de Nancy, à l'Institut d'architecture de Genève. Vous avez produit de nombreux ouvrages, et aussi d'expositions, dont une exposition sur Paul Nelson, justement, fin des années 80, qui a été montrée dans différents lieux. Voilà. Olivier Saint-Cabre, chef de service d'architecture du Centre Pompidou, et commissaire de l'exposition Paul Nelson. Et enfin Frédéric Miguerou, qui est directeur adjoint du Musée national d'art moderne. Pour commencer, Olivier, première question, c'est pourquoi cette exposition et pourquoi maintenant ?
Alors l'exposition Paul Nelson est dans le musée, dans la galerie du musée, parce que nous avons un fonds d'œuvres de cet architecte et les archives personnelles qui nous ont été confiées par sa famille au fil du temps. La première acquisition remonte à 1993 et la dernière acquisition à travers un don de la famille s'est produite en 2012. On a eu un don supplémentaire récemment, qui est la maquette qui nous a été donnée par l'hôpital avec la complicité d'un futur intervenant, à savoir Thierry Lucbulle. Maintenant, Paul Nelson est vraiment un fonds très très conséquent. Il y a à peu près 200 à 300 dessins dans la collection et deux maquettes, qui est quelque chose de rare compte tenu de l'époque. Et en quoi consiste ce fonds? C'est un nombre incroyable de dessins, notamment de recherches sur la maison suspendue, qui est un grand projet, même s'il n'est pas hospitalier chez Paul Nelson. Et puis, il y a toutes les archives qui nous ont été données, qui sont conservées par la bibliothèque Kandinsky. Et là, il y a énormément de documents écrits, de rapports, et puis toutes les archives photographiques de l'ensemble de son œuvre, depuis les plaques de verre de son diplôme d'architecture, passé à l'école des Beaux-Arts. C'est un architecte français, mais c'est un citoyen américain au départ. Alors, Joseph Abraham, dites-nous tout sur Paul Nelson, puisque vous êtes le découvreur de Paul Nelson. C'est un architecte qui est resté longtemps méconnu, et on peut dire que son nom apparaissait dans l'histoire de l'architecture moderne. C'est étonnant qu'il soit, pardon, je vous interromps tout de suite, méconnu, parce qu'au départ, il est partout, il est à côté des gens les plus influents, il est extrêmement remarqué de son temps. Il est remarqué, mais comme dans les années 30, on a très peu construit, Nelson n'échappe pas à la règle, et ce sont finalement des projets qui sont restés théoriques. Et même lorsqu'ils sont publiés d'une façon très originale et nouvelle, comme c'est le cas de la Cité hospitalière de Lille, où pour la première fois, on voit publier un projet, mais de manière extrêmement méticuleuse. C'est presque un modèle qui peut être utilisé par ses confrères, et ça l'a été. Mais ça ne donne pas une notoriété. En plus, Nelson a souvent publié dans des revues qui étaient marginales par rapport au monde de l'architecture, mais très prestigieuses dans le milieu artistique, comme les cahiers d'art de Christian Zervos. Il s'est même produit quelque chose d'un peu particulier pour lui, puisque sa notoriété va se construire à partir de l'hôpital de Saint-Lô, qui va mettre une dizaine d'années donc à être réalisé, et qui sera publié de manière assez étendue au plan international. Et pour beaucoup, Paul Nelson est presque un architecte de la génération de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il a un itinéraire comparable à celui de Zerfus, à d'autres architectes ou Dubuisson, alors qu'en réalité, il y a en amont une œuvre qui est une œuvre très expérimentale, au contact effectivement des plus grands, mais une relation avec Braque. C'est Braque qui le pousse à devenir architecte, qui lui dit vous devriez devenir architecte. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le parcours de Nelson, c'est son rapport à l'école des Beaux-Arts de Paris. Parce qu'il faut savoir qu'il vient de Chicago. Chicago est une ville qui est très profondément marquée par la tradition des Beaux-Arts. C'était même la fierté de professeurs comme Julien Gadet, de son propre professeur qui était Pontremoli, tout simplement parce qu'on a là une alliance entre les principes qui se veulent éternels du classicisme revisité par le 19e siècle et la modernité, une modernité qui vient des types de programmes. Et on se rend compte à quel point le bagage de l'école des Beaux-Arts fait merveille dans le Nouveau Monde. Et Nelson, en fait, son rapport à l'enseignement est quelque chose d'assez étrange, puisqu'il a fait des études de littérature à Princeton, et c'est en fait la guerre de 14-18 dans laquelle il va être un pilote de reconnaissance, comme Gropius, comme d'autres architectes l'ont été. On connaît tout le discours de Paul Virilio sur cette nouvelle relation de la photographie au territoire. Il y a quelque chose qui produit un nouveau rapport à l'espace. On sait que même chez Le Corbusier, il y a une influence dans la manière même dont il appréhende le paysage. Le territoire est présent. Donc il y a une modernité qu'il va acquérir du fait de sa pratique. Quand il va rentrer aux États-Unis, il va être démobilisé, donc je crois, il me semble, en 1918. Il rentre aux États-Unis. On lui propose un poste dans une banque, et puis il décide de revenir en France apprendre l'architecture. Mais ce projet, il le formule quand il a déjà 25 ans. Donc c'est un architecte qui est plus âgé lorsqu'il rentre à l'école des Beaux-Arts. Il a un professeur d'abord qui est Umdenstock, qui est considéré comme un grand traditionnaliste, mais
dont les témoignages de ses étudiants montrent qu'il était un véritable magicien du dessin. Ses corrections étaient, semble-t-il, quelque chose d'incroyablement prestigieux, théâtral. Il a un rapport au dessin qui est plus un rapport, comment dire, d'écriture, de conception. Même ces dessins qu'il considère comme très laids sont des notations spatiales qui, même dès le moment de ses études, sont incroyablement porteuses de sens. Mais il ne dessine pas au sens où l'école des beaux-arts entend le dessin comme dans un usage classique, valorisant, représentationnel. Ça n'est pas sa conception. Je vais juste conclure là-dessus. Nelson arrive ensuite, il quitte l'atelier Umdonshock pour aller chez Pontremoli une fois qu'il a repris confiance dans ses aspirations grâce à Georges Braque en 22-23. Il devient un excellent élève de Pontremoli. Ça veut dire qu'il se plie au code de représentation de l'école des beaux-arts. Il passe ensuite chez Perret. Il revient chez Pontremoli et il fait le premier diplôme perrettiste au sein d'un atelier de l'école des beaux-arts. Et contrairement à un certain nombre de professeurs qui boycottaient Perret, Perret avait des appuis dans le corps professoral. Il avait des amitiés avec Gromor, il en avait aussi avec Pontremoli. Et ceci permet une circulation des élèves dans l'institution. Et Nelson est un cas très particulier puisque les autres élèves de Perret doivent quitter l'atelier Perret, qui est un atelier libre dans le langage de l'école des beaux-arts, et ils regagnent leurs anciens ateliers pour faire des projets qui sont plus marqués par le langage de Perret. Nelson, donc, s'est imposé d'une certaine façon. Il a imposé son maître, il a imposé ses choix, son mode de conception de ce qu'était un diplôme d'architecture. Et ça, c'est vraiment une grande première. Donc voilà, on a un personnage qui se fait remarquer de ses collègues, mais sa notoriété va rester longtemps emprisonnée dans le milieu de l'architecture. Elle mettra beaucoup de temps à aller au-delà. Il rencontre Le Corbusier. Il rencontre Le Corbusier, c'est Le Corbusier qui l'envoie chez Perret, de Pontremoli à Perret. Il se permet le luxe, dans un rendu chez Pontremoli, de mettre les silos qui ont été publiés dans Vers une architecture Le Corbusier, alors que c'est cet ouvrage qui crée une scission terrible au sein de l'école des beaux-arts, puisque des élèves, Nietzsche a amené le livre Vers une architecture au sein de l'atelier Le Maresquier, qui était plutôt un atelier réactionnaire, et ça crée un véritable scandale. Les étudiants doivent se réinscrire, certains refusent de le faire, et c'est un des noyaux fondateurs de l'atelier Perret. Nelson n'est pas dans cette aventure-là, mais il fréquente Le Corbusier, il l'admire, il est très marqué dans ses premiers rendus par ce qu'il apprend au contact de Le Corbusier, qui restera toujours un point de repère pour lui. Mais il s'en écarte ensuite pour des raisons très profondes, avec un respect, semble-t-il, mutuel. Et le rapport à la médecine, il commence déjà là, puisque son diplôme porte sur un bâtiment oui, et il médical. Semble que ce soit par le biais de Francine Lecoeur. C'est un centre homéopathique, dans un sens déjà de médecine douce, dans les années 20, avec un lien au monde médical. Et il y a déjà dans ce diplôme, où il y a une vingtaine de planches dont on n'a malheureusement pas les originaux, mais les plaques de verre, comme l'a signalé Olivier. Donc on a une description complète du diplôme. C'est un travail de projet qui est conçu comme réalisable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des innovations dans toutes ces planches. On a des inventions typologiques au niveau des trois bâtiments qui constituent déjà un embryon de CHU à petite échelle. Donc c'est ça ce qui va se déployer ensuite, tout ça dans le langage Perret. Et on a donc un nouvel usage de l'axonométrie, dessiné par Oskar Nitschke déjà, son collègue, puisque ça se faisait fréquemment à l'école des beaux-arts. On pouvait gagner un peu d'argent en dessinant pour un diplôme. C'était tout à fait fréquent. L'étudiant était considéré déjà comme un patron. Donc il pouvait embaucher du monde. Il n'y avait pas il ne devait pas forcément faire lui-même montre de son talent de dessinateur. Mais on a une axonométrie qui est une réinterprétation de ce que Nelson a interprété, a compris, je veux dire, de l'église du Raincy. L'église du Raincy se construit par une série d'éléments que l'on met en œuvre. Le dedans et le dehors se construisent simultanément, et c'est un vaste jeu de construction. Eh bien, Nelson n'aura de cesse pour son diplôme que de concevoir tous les éléments du jeu de construction, et l'axonométrie, au lieu de se développer comme dans la tradition du néoplasticisme
pour valoriser, disons, la consistance, la fluidité de l'espace, comme dans les tableaux de Van Doesburg, va être au contraire un système d'explicitation qu'on peut rapprocher des modes de représentation très originaux qui existent dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Vous avez des machines représentées, il y a un usage de la feuille, et on peut imaginer ces éléments mis en œuvre et en mouvement simplement par la description et le positionnement des éléments. Là, on a une axonométrie écorchée qui nous montre la manière de fabriquer l'ossature. Mais l'ossature fabrique aussi l'apparence, oui, le dedans et le dehors simultanément. C'est la grande leçon de l'église du Raincy. Mais jamais Perret n'a introduit dans l'église du Raincy ce mode de représentation. Il n'en a pas besoin. Comme il est lui-même entrepreneur, il suffit que le dessin serve exactement à l'usage que réservait l'os au dessin, un moyen de communiquer avec les maçons, comme aussi c'était le cas pour Alberti. Je veux dire, c'est de la grande tradition, qui passe de la conception à la fabrication. Nelson n'a pas ce rapport à l'entreprise, et l'axonométrie va être le réceptacle d'une conception en construction intégralement maîtrisée. C'est nouveau à l'École des Beaux-Arts. On n'a pas besoin de ça pour avoir son diplôme. La découverte, elle passe par Perret, en fait. C'est parce que vous travaillez sur Perret et vous recherchez après les élèves les plus marquants. Et donc, c'est comme ça que vous tombez sur oui, Paul Nelson. Et quel type de documents vous font surgir oui, et vous rendre compte de l'importance de cet architecte. C'est très intéressant. En fait, moi, j'ai été l'élève de Jean-Pierre Éperon. Et Jean-Pierre Éperon, dans les années post-68, est arrivé avec un projet pédagogique. Et contrairement, à beaucoup d'architectes 68 arts, il avait une autre relation, au monde politique. Lui est venu avec un projet pédagogique qui ne niait pas l'École des Beaux-Arts, mais tentait plutôt d'en comprendre l'apport. C'est-à-dire qu'en fait, il a cherché à déconstruire l'enseignement d'académie. Donc, on a bien compris que se jouait dans l'enseignement de l'architecture des lignes de force, en fait, de l'architecture que l'on conçoit, que l'on bâtit. On peut faire une histoire de l'architecture à travers les ateliers. Depuis Blondel, on sait très bien que Blondel est à la fois un très grand théoricien, mais c'est le fondateur de l'enseignement moderne de l'architecture. Et dans toute l'Europe, les modèles qu'il dessine pour ses élèves vont avoir un impact qui aboutit à des bâtiments de la Russie à l'Angleterre, à l'Irlande, c'est prodigieux. Eh bien, on s'est intéressé à ces filiations. Et Perret, moi j'ai eu la chance, grâce à Jean-Pierre Éperon, quand j'étais étudiant, de commencer à faire des cours d'amphithéâtre. Et je me rendais compte qu'il y avait une distorsion considérable entre ce que racontaient les bâtiments et la rhétorique historienne qui était épouvantable sur Perret, ou les notions de monumentalité, enfin, tout un fatras qui empêchait de saisir le mouvement de l'œuvre. Donc le fait de déplacer le regard, d'interroger à la fois l'œuvre, les théories qu'il avait fondées, c'est-à-dire le rapport à Viollet-le-Duc, à Guadet, à la tradition des beaux-arts, le rapport de Perret aux matériaux, à l'architecture métallique. Il était l'architecte d'entretien de la Tour Eiffel. Comment il a conçu le béton comme un matériau pouvant prétendre à l'universalité. Sa relation à Hennebique, etc. Toutes ces questions, on pouvait les traiter, je dirais, en vraie grandeur, parce qu'il se trouve, par un miracle exceptionnel, que la plupart des fondateurs de l'atelier Perret étaient encore vivants. Donc malheureusement, Nelson avait disparu. Moi, j'ai commencé en 82 à les interroger, et Nelson est mort en 79. Donc j'ai manqué de peu, et il faut dire que la famille était encore très très marquée par son absence quand j'ai commencé à aller chercher les documents. Et comment ça s'est passé ? Pour écrire l'histoire de l'atelier Perret, il a fallu rencontrer des témoins. Et à un moment donné, parmi les témoins, il y avait cet architecte exceptionnel qui était Oskar Nitschke, qui vivait chez sa fille et qui considérait qu'il avait raté en quelque sorte sa carrière, qui avait ramené quelques cartons à dessin. Et Nitschke avait une sorte de nostalgie. Il avait envie de faire quelque chose à Paris. Et il y avait quelque chose qui se préparait à la Cooper Union par ses anciens élèves, avec John Haydock qui dirigeait cet établissement. Mais l'expo était tombée à l'eau, en gros. Et Nitschke m'a fait part de ça. Et moi, j'étais en train de reconstituer, pour mon travail de recherche, une histoire de ces projets, comprendre ces différents projets, la maison de la publicité qui m'avait énormément impressionné, d'où ça venait. Et on a commencé à faire une histoire de ça. Et de là est né un projet d'exposition, comme l'Institut français d'architecture, où Jean-Pierre Éperon dirigeait un département formation et profession. Jean-Pierre Éperon m'a dit, mais on va faire une expo sur votre recherche. Il y a eu un premier temps
où moi j'avais fait venir des dessins, on les a photographiés pour écrire sur ces architectes du premier atelier Perret, suivre leurs itinéraires. Et ensuite, il y a eu, dès 1984, le projet d'exposition qui a réveillé celui de la Cooper Union. Et donc, on a exposé 12 architectes, 10 élèves de Perret, parmi lesquels Nelson, mais aussi Honegger, Théo Sarnal, Luix, enfin des architectes avec des itinéraires prodigieux, dont beaucoup étaient encore vivants, donc qui pouvaient apporter témoignage. Et puis, ça a déclenché, donc en 1984 a eu lieu l'expo à Paris, et de là est né le projet, ça a, comment dire, ravivé le projet Nitschke à la Cooper Union, mais il y a eu l'idée très vite de faire une expo sur un autre élève qui avait apporté beaucoup à la modernité, qui était Nelson, avec ses chemins croisés, puisque Nitschke a participé à beaucoup de projets de Paul Nelson. Donc c'est de là qu'est né le projet. L'Institut français de l'architecture nous a lâchés en chemin, donc on a fait le projet au musée des Beaux-Arts de Nancy, c'était une première. Ensuite au musée d'architecture de Bâle, avec très peu de moyens, dans le projet qui avait été réhabilité, un bâtiment de bureau des années 50, réhabilité par Roger Diner. Et puis, à Columbia, dans l'Arthur Ross Gallery, il y avait vraiment, à l'inauguration, quasiment tous les architectes qui fabriquaient l'architecture contemporaine de la fin des années 80 aux États-Unis. Frédéric Miguero, peut-être nous parler de la spécificité de Paul Nelson et pourquoi maintenant on doit le considérer comme un des grands architectes modernes. Disons qu'il y a toute une partie de disons, sa démarche qui reste un peu dans l'ombre ou qui n'est pas intégrée dans sa pratique architecturale ou son discours architectural. D'abord, sa relation aux artistes, qui est quand même tout à fait importante. Donc, je me suis intéressé, moi, à l'idée d'espace chez Nelson. Il est aviateur. À l'époque, c'est déjà une certaine appréhension de l'espace. Et quand il rencontre Braque, c'est sur cette base. C'est-à-dire, Braque est fasciné par Wilburg, qui est donc l'aviateur américain. Et il va d'ailleurs donner le nom de Wilburg à certaines de ses peintures, avec cette idée d'une relation entre cubisme, espace et aviation. Donc il y a quand même cette fascination. Et évidemment, cette relation aux artistes va l'amener à rencontrer d'autres artistes, dont Fernand Léger, qui restera un ami tout au long de sa vie, puisqu'il va réaliser des fresques que vous connaissez. Et Fernand Léger, disons, lui ouvre d'autres domaines. Il faut toujours penser qu'il est un Américain qui a un réseau américain, donc c'est un réseau d'échanges, et qui sera toujours entre les deux cultures. Et donc, ils vont se croiser. Léger rencontre Buckminster Fuller en 1924. Et c'est très étrange, puisque, évidemment, à un certain moment, Nelson va rencontrer Fuller. Et Léger rencontre Kissler. Il va voir la fameuse exposition de la Theaterausstellung à Vienne, la fameuse expo qui va préparer City in Space, la fameuse ville le projet urbain de Kissler. Et à un certain moment, il se démarque de Perret. Il imagine que la structure puisse rester ouverte. Donc évidemment, il est fasciné par Perret, puisqu'on a une autonomie structurelle de l'architecture qui est débarrassée de ses murs, en gros. Donc ça reste la grande leçon qui va traverser aussi toute son œuvre, dans ses principes constructifs. Mais on peut ouvrir l'architecture, elle peut s'ouvrir. Et donc ça, c'est tout à fait fascinant, puisque quand il va rencontrer Fuller, il demande à Nelson de faire la promotion de la Dim Action House en Europe. Et la Dim Action, c'est un tout autre espace. C'est un espace autonome, presque véhiculaire, avec une construction possiblement en préfabrication. Donc il y a une autre idée de l'architecture qui vient, et puis surtout, qui va apparaître très importante chez Kissler et chez Fuller, c'est l'idée d'environnement. Et cette idée d'environnement, elle est fondamentale, puisque c'est elle qui va permettre de comprendre ce qu'est l'hôpital véritablement pour Nelson. Ce n'est plus une architecture fonctionnaliste, c'est une architecture qui crée des environnements, donc des environnements sanitaires. Et on retrouve là complètement la logique de Buckminster Fuller. Ce sont les revues que crée Buckminster Fuller. D'abord T-Square, une première revue, qui va être suivie d'une revue fameuse qui s'appelle Shelter, qui s'intéresse spécifiquement à l'environnement. Et une association va se créer qui s'appelle Structural Study Association, un groupe d'architectes. On retrouve un des plus grands architectes, peut-être le premier architecte authentiquement moderniste américain, George Howe,
on retrouve un personnage qui sera très très important pour moi, pour Nelson, Knut Longberg-Holmes, qui est complètement impliqué dans le néoplasticisme, qui fait des maisons néoplasticiennes, qui connaît Van Doesburg et qui connaît surtout, qui possédera un tesseract, ce fameux objet de la 4e dimension. Et cette notion de la 4e dimension va traverser l'œuvre de Nelson. Il y a un ouvrage de Buckminster Fuller qui s'appelle 4D sur la 4e dimension. Alors ce n'est pas la 4e dimension au sens vraiment néoplasticien, c'est pour Nelson certainement l'idée de la temporalité comme chez Fuller. Tout ce travail sur le néoplasticisme va mener à une autre idée du fonctionnalisme, qui est une idée de l'environnement qu'on va retrouver dans la revue qui sera dirigée par Knut Longberg-Holmes, qui s'appelle Architectural Record, dont il sera le rédacteur en chef pendant 5 ans, avec des articles très techniques sur une architecture environnementaliste. C'est vraiment une famille intellectuelle et qui va trouver son aboutissement. Et on sait évidemment que Fuller sera celui qui va penser l'environnement jusque dans les années 60, avec l'idée d'écologie, etc., qui va porter tout un courant environnementaliste. Et l'hôpital chez Nelson doit être pensé, à mon avis, à partir de cet environnement. On le voit très bien avec la chambre de chirurgie, qu'il crée comme un espace sanitaire clos, et puis toute la découpe des hôpitaux en système de soins, etc. C'est une pensée totalement révolutionnaire par rapport aux pensées rationalistes occidentales. C'est là qu'il est un moderne vraiment totalement transgressif. Olivier Sinquin, avant de dessiner, il y a un vrai travail de réflexion. Mathieu Potbonneville le disait en citant un texte de Paul Nelson. Nelson, à travers l'hôpital, va mettre en place sa méthode de travail en 3 étapes. La première, c'est l'analyse des besoins, les besoins de tout genre, matériels, spirituels. Et c'est une démarche uniquement écrite. Puis, il y a la transformation de cette analyse de besoins dans un programme architectural. Et enfin, la 3e étape, c'est la transposition de ce programme architectural en architecture à travers le dessin. Et donc, il y a le moment de retrait du dessin au profit de l'analyse. Et c'est une méthode qu'il va employer à chaque fois. L'analyse évolue dans le temps en fonction des techniques et autres. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut voir, c'est ça qui est aussi très, très excitant chez Paul Nelson, c'est qu'il finit par avoir un certain nombre de projets, surtout, et quelques réalisations architecturales, en tout cas dans le milieu de la santé, alors qu'il est aussi un architecte de toute autre chose, de maisons, d'immeubles, de grands équipements culturels, d'un musée, même s'il ne se fait pas pour Fernand Léger, pour lequel il développe toujours cette étude. Cette méthode, il l'applique pour tout, y compris pour un projet qui est extraordinaire, à la fois dans l'idée et dans la conception architecturale, qui est le Palais de la Découverte, qu'il mène avec Oskar Nitschke et puis un autre architecte qui est Franz-Philippe Jourdain. Là encore, il mène cette analyse des besoins en ayant des interlocuteurs, en choisissant pour le Palais de la Découverte, les plus grands scientifiques de l'époque français, mais tout le travail en amont, il le mène avec les interlocuteurs qui ne sont pas forcément directement les clients. Par exemple, pour le pavillon de chirurgie d'Ismaïlia, c'est une commande de la compagnie du canal de Suez. Le projet est établi à travers les étapes de cette méthode que je décrivais. Et ce qui se produit, c'est que dès lors que la 2e étape, le programme architectural est au point, la réalisation, le dessin du projet va très vite. Et malheureusement, souvent, il est un petit peu trop moderne pour les clients potentiels. Peut-être juste 2 mots sur un de ces projets les plus remarqués, qui est la Maison Suspendue. La Maison Suspendue, c'est un projet à travers son nom qui est un projet mythique. Nelson découvre la Maison de Verre de Pierre Charot, écrit un article dans l'Architecture d'aujourd'hui sur l'espace cinématographique de cette maison. L'histoire rapide dit qu'en fait, il va y avoir 2 autres maisons qui vont être imaginées à partir de celle-là, la Maison de la publicité de Oskar Nitschke et la Maison Suspendue de Paul Nelson. Mais ce terme de maison suspendue, en fait, il cache le véritable nom de l'objet de cette maison, qui est une maison préfabriquée. Il prépare une maison préfabriquée, unifamiliale,
Et donc, il va, là encore, à travers son programme, puis une progression dans les dessins, finir par avoir cette idée de construire une enveloppe à partir de laquelle, du couvrement, la toiture, vont être suspendus deux niveaux intermédiaires de l'espace, avec aussi une notion qui est très amusante, qui est l'espace inutile, qui est entre les... Ça correspond pour Nelson à l'idée de la perception et de la cognition de l'espace, qui sera absolument fondamentale pour les hôpitaux. C'est-à-dire la cognition du malade, c'est quelque chose qui va gérer le programme hospitalier. Donc la lumière, les couleurs qu'il va introduire dans l'hôpital, l'idée que le malade peut être soigné, disons, par le bien-être. Ça, et la disponibilité de l'espace fait partie de ce bien-être. C'est quelque chose d'essentiel dans son travail. Merci. Un petit lancement, c'est l'entretien qu'a fait Mathilde Serrel hier dans le Centre Pompidou de Jean-Christophe Ruffin. On l'écoute. Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois médecin humanitaire, écrivain, diplomate, écrivain prix Goncourt, membre de l'Académie française dont vous fûtes le plus jeune élu en 2008. Et on a eu envie pour ce mensuel d'avoir votre regard sur l'hôpital et le lien entre l'espace et le soin. Il y a eu une première modification très importante de la structure des hôpitaux, c'est lorsqu'ils étaient pavillonnaires, puis qu'ils ont été réunis avec une entrée dans la modernité à la fois esthétique et pragmatique. Vous, dans votre expérience multiple, notamment des hôpitaux en France, quelle a été votre perception de ce rapport entre l'espace et le soin dans la structure de l'hôpital? Moi, j'ai été très sensible à ça parce que j'ai fait mes études et j'ai pratiqué pratiquement tout mon internat dans un hôpital qui est la Salpêtrière. Oui. Et ce qui est intéressant à la Salpêtrière, c'est qu'on a côte à côte deux hôpitaux, en fait, qui sont maintenant réunis. La Salpêtrière, c'est un hôpital à l'époque autour d'une église. Et il ne faut jamais oublier, c'est que, si vous voulez, la physionomie, l'architecture des hôpitaux a toujours dépendu de la théorie médicale, finalement. Et c'est finalement la conception qu'on a de la santé, ou plutôt de la maladie d'ailleurs, qui guide à chaque fois les choses. Et puis, les moyens thérapeutiques. Quand il n'y en avait pas, évidemment, l'Église était fondamentale. C'est-à-dire que la prière était quand même l'essentiel. Ces hôpitaux étaient tenus depuis le Moyen-Âge par des religieux, la plupart du temps. C'est des hôtels-dieux, au départ. C'est des hôtels-dieux, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de cette salpêtrière, donc construite sur des principes, au fond, de non-traitement, puisque, bon, dans lesquels la religion était quand même au cœur, j'allais dire, de l'espoir qui pouvait être donné aux patients, vous avez la Pitié, qui lui est construit, au contraire, à partir des principes de l'hygiénisme, si vous voulez, en particulier. Au fond, Pasteur est passé par là, Laennec est passé par là. C'est là que l'air, le soleil, etc. vont être utilisés comme éléments thérapeutiques, puisqu'avant, les antibiotiques, pour les tuberculeux, c'était l'essentiel. Et c'est très intéressant parce qu'il représente cet hôpital une modernité évidente par rapport à la Salpêtrière, qui est à côté, mais quand j'étais externe là-bas, c'est-à-dire étudiant hospitalier, on dirait aujourd'hui, j'ai vu la première greffe du cœur en France, qui a été faite dans cet hôpital. Et là, il est apparu au contraire comme extraordinairement archaïque. Et il a fallu d'urgence construire quelque chose d'autre parce qu'il n'était pas du tout conçu, si vous voulez, pour la médecine qu'on a vu apparaître dans ces années-là, c'est-à-dire des chirurgies très élaborées. Donc, il a fallu ensuite réfléchir à ces nouvelles chirurgies, aux exigences qu'elles apportaient. Et il y a un troisième pavillon qui a été construit, qui s'appelle le pavillon Cordier, qui est à l'entrée, et qui, lui, donc, est une étape supplémentaire, architecturale, j'allais dire, mais technique aussi. C'est-à-dire que ce groupe hospitalier est un lieu où, pratiquement, on a le récit de l'histoire de l'hôpital. Voilà. Il y a une influence de la théorie de la médecine sur la conception des espaces de soins. Selon vous, à quel stade de cette théorie de la médecine nous en sommes? Quelles en sont les caractéristiques aujourd'hui et donc les conséquences potentielles sur ces espaces? Je crois que les grands principes d'organisation des soins, etc., sont à peu près stables. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est la relation avec la société. C'est là que ça coince, si j'ose dire. Un endroit
qui est emblématique de ça, c'est les urgences, évidemment. Parce que dans le cadre de la réforme de Bray, qui avait été faite dans les années 60, fin des années 60, il y avait donc ces hôpitaux qui étaient des hôpitaux universitaires et qui étaient dédiés uniquement à la science, donc à la médecine, donc avec une dimension vraiment de séparation complète de la fonction sociale, de la fonction asilaire. On avait voulu vraiment créer un outil de science, de connaissance pure. Et puis j'ai vu l'envahissement, et notamment aux urgences. Moi, je faisais des gardes, et toutes les urgences sociales, les bagarres, la violence conjugale, la misère sociale, tout simplement. Même si au départ, c'est l'histoire de l'hôpital. Oui, mais on avait voulu rompre avec cette histoire, justement, en créant ces CHU. C'est-à-dire, on avait voulu dire, effectivement, l'hôpital n'est plus un asile, n'est plus un hospice. L'hôpital, c'est vraiment une espèce d'outil de pointe. On était dans une espèce de course avec d'autres technologies. L'idée de dire, vous savez, la greffe du cœur, c'était toute la symbolique et la conquête spatiale. On était là-dedans. Et ça n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que les urgences hospitalières, telles qu'elles sont conçues encore aujourd'hui, elles ne sont pas faites pour ça. Elles ont du mal à... Elles sont dans le déni de cette emprise dans le monde. C'est ça. Alors, vous savez, c'est compliqué dans une salle d'attente quand vous avez des gens qui sont, je sais pas, des SDF, des gens qui sont alcoolisés, etc. Bon, et puis ils vont crier très fort. Bon, vous avez tendance à aller vous occuper d'eux, mais vous avez une femme derrière qui a une grossesse extra-utérine qui ne va rien dire parce qu'elle est en train de mourir, vous voyez. Donc, tout ça se mélange. Et l'hôpital n'est pas fait, enfin en tout cas, n'a pas trouvé vraiment la solution. Et c'est là, à mon avis, beaucoup plus que sur les questions, si vous voulez, de conception de la maladie, etc. Bon, elles peuvent évoluer, j'en sais rien, mais enfin, pour le moment, ce n'est pas là que ça se passe. Ce qui se passe, c'est vraiment comment cet espace de science, on pourrait dire, s'insère au milieu d'une société qui lui jette aussi, j'allais dire, toute son angoisse et puis tout ce qu'elle refuse, en fait, qu'elle refuse de voir, qu'elle refuse de traiter, etc. Et qui aboutit là, dans un endroit qui n'est pas fait pour s'en occuper. On va regarder ailleurs, parce que vous avez aussi vu des espaces de soins à travers votre activité dans l'humanitaire, à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge, que vous soyez en Afrique, en Amérique latine, également dans les Balkans, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Quel a été pour vous là l'enseignement de ce rapport entre la conception des espaces et le soin ? Il y aurait beaucoup à dire, mais moi je choisirais un exemple. C'était à Hong Kong, j'avais visité un hôpital tout neuf. Mais vraiment un hôpital magnifique, flambant neuf, à peine inauguré. Il y avait vraiment tout ce qu'il y avait de plus moderne en matière d'équipement et tout ça, et des salles communes. C'est-à-dire que les malades étaient dans des salles communes. Ils étaient dans des salles avec des lits avec 50 personnes dans la chambre. Et dans le même temps, nous, on faisait des efforts énormes pour faire des chambres individuelles, là où il y avait des salles communes autrefois. Moi, j'ai connu les salles communes. À l'hôpital Rothschild, quand j'étais jeune interne, on mettait des espèces de cloisons en tissu, si vous voulez, autour d'un lit quand les gens mouraient, et puis on enlevait le cadavre au milieu des autres, qui dormaient à 50 cm. Donc ça, c'était les salles communes. Bon, pour nous, c'était l'horreur. Et je ne comprenais pas pourquoi, à Hong Kong, si vous voulez, ils en construisaient. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais pour nous, dans notre culture chinoise, mettre un malade tout seul, c'est très cruel, en fait. Si vous le coupez des autres, si vous le coupez de la vie, vous le tuez en quelque sorte. Il y a une conception très communautaire, si vous voulez. Voilà, l'architecture suivait cet élément culturel profond. Alors que nous, on est parti maintenant, enfin depuis quand même, je sais pas, peut-être tout le XXe siècle en fait, est l'histoire d'un individualisme de plus en plus prononcé. Il n'a peut-être pas toujours existé, puisqu'on était dans un pays qui probablement, avec les traditions de la paysannerie, etc., était peut-être plus collectif autrefois, mais l'hôpital, c'est l'émanation d'une société, ou en tout cas, ça doit l'être. Si vous avez des procédures physiquement, architecturalement parlant, qui ne correspondent pas à la façon dont les gens veulent vivre, ils vont le réhabiter autrement. Et un dernier mot peut-être sur cette crise qui n'a pas fini de nous imprégner, de nous marquer. Vous aviez cette jolie expression lors de votre interview sur France Culture en avril 2020. Maintenant qu'on reprend pied dans le monde, comment justement on sent que cette grande crise sanitaire qu'on vient de traverser, dont on n'a pas encore ressenti toutes les imprégnations, voilà, comment est-ce qu'elle va peut-être modifier notre regard sur les hôpitaux ? C'est-à-dire qu'elle a donné aux gens une sorte de leçon, presque, vous savez, comme dans une parabole.
C'est-à-dire que la maladie est partout, quoi. Voilà. Et là, tout à coup, si vous voulez, le Covid a tiré le tapis sous nos pieds en montrant qu'il y avait une fragilité générale. Ça nous a rappelé à l'ordre, si je puis dire, en tant qu'espèce, quoi. Peut-être que la prise de conscience est plus profonde, j'en sais rien, mais il y a une sérieuse alerte quand même. Très, très sérieuse alerte par rapport au côté, si vous voulez, prométhéen de nos actions. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas que du bien dans le progrès. Voilà. C'est une idée tout à fait banale, mais qui aujourd'hui a pris une forme qui nous a tous directement touchés. Et dans le soin aussi, ça va s'incarner? Ça, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il faut vraiment maintenir des capacités de réanimation permanentes très, très élevées? La piste qui sera certainement privilégiée, c'est une polyvalence des équipements, c'est-à-dire la capacité qui a été faite, là, ça a été fait, c'est-à-dire de transformer un équipement... Une sorte de médecine agile dans l'espace. Qu'on puisse composer un peu comme un Lego, de façon à le redéployer. Parce que on ne va pas non plus faire une espèce de ligne Maginot devant un virus qui ne va peut-être pas revenir, alors qu'on va être pris par une autre type d'urgence que je ne connais pas. Donc l'idée, c'est vraiment ça, cette souplesse. Et la souplesse, ce n'est pas pour l'instant ce qui caractérise le plus les hôpitaux. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin, pour ce regard. Merci d'avoir été avec nous. Après ce regard de Jean-Christophe Ruffin, ben voilà, comme nous allons entamer la deuxième et dernière table ronde avec Cynthia Fleury, qui est à côté de moi, qui est philosophe, psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, professeur associé à l'École des Mines. Vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital de Sainte-Anne. Thierry Luc Bull, directeur d'hôpital, secrétaire général du GHT Rance Émeraude, ce qui veut dire en fait que vous êtes à la direction de 3 hôpitaux, Saint-Malo, Dinan et Cancale. Et dans la liste, vous aurez reconnu 2 hôpitaux faits par Paul Nelson. Et puis, vous avez été donc directeur de l'hôpital de Saint-Lô pendant 15 ans. Donc, vous avez vécu voilà, très longuement dans un hôpital de Paul Nelson. Thorsten Salman, vous êtes architecte associé de l'agence de Renzo Piano et vous travaillez actuellement sur un très grand hôpital, un futur très grand hôpital, qui est l'hôpital Grand Paris Nord, qui sera implanté à Saint-Ouen et qui ouvrira en 2028. Voilà, nous allons commencer tout de suite avec Thierry Luc Bull. Comment passe-t-on ou vit-on dans un bâtiment, dans un hôpital de Paul Nelson? Alors, effectivement, j'ai vécu dans Paul Nelson, je dirais, pendant 12 ans, à l'hôpital mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Et effectivement, ça frappe tout de suite. L'architecture telle qu'on le voit est empreinte effectivement d'une humanité extraordinaire. Et j'étais frappé par les personnels qui vivaient cette architecture, qui vivaient cet humanisme à travers des locaux qui ne ressemblaient à rien d'autre. Et ce qui est très frappant, c'est que vous entrez à l'hôpital mémorial, donc fait par Nelson, et ben vous voyez que vous avez de l'éclairage qui arrive par-dessus, sur un éclairage zénital, l'éclairage à droite, l'éclairage à gauche. Donc vous avez de la couleur, puisque c'était, comme on l'a dit, un grand ami de Fernand Léger. Fernand Léger est né à Argentan, c'était un Normand. Et vous avez cette fresque classée monument historique sur le mur de l'hôpital, sur l'amitié franco-américaine. Et il avait eu l'idée, je veux dire l'intuition, parce que ça part aussi beaucoup d'intuition de la part de Nelson, de dire par exemple, derrière les lits, on va mettre un mur rouge, ce qui était une hérésie à l'époque. On mettait du blanc ou voire du vert cassé uniforme un peu partout, c'était un peu tristoun. Là, c'était très différent. C'est-à-dire que Nelson disait, mais le rouge va leur donner un teint agréable, va donner de la gaieté. Nelson voulait un hôpital évolutif, et on a reconstruit un hôpital neuf à travers un hôpital ancien, parce qu'il y avait des poteaux-poutres, et en rasant les poteaux-poutres, vous refaites un hôpital, mais façon Nelson. Et Nelson a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, en 1956, il a écrit « Vous comprenez, le point de départ, la base de l'étude, c'est le malade. Il est là, dans son lit, je pars de lui, de ce centre qui constitue. Pour tout ordonner alentour, je veux une parfaite disposition autour de lui. »
Donc, contrairement à des hôpitaux construits, je dirais, pour les techniciens, par les techniciens pour le soin, lui, il est parti de la chambre du malade et il a tout ordonné autour. Et dans la précédente table ronde, j'ai beaucoup aimé ce qu'on disait sur l'environnement. À Saint-Lô, toutes les chambres sont au sud, elles ont une grande baie vitrée et tous les malades ont vue sur l'espace vert. À l'époque, il y avait même des vaches qui, pour les agriculteurs qui étaient dans les chambres, c'était très bien, ça leur rappelait quelque chose. Mais c'était effectivement cet envahissement, comme disait très bien Nelson, il parlait d'envahissement du dedans par le dehors. Et donc, cette vue, d'ailleurs, ça a été dit, avant de venir faire quelques petites recherches, de Roger Ulrich, qui est un architecte américain qui vit en Suède, et qui a dit, qui a publié même un article en 1984 dans Science, qui prouvait finalement l'intuition qu'avait eu Nelson, et il disait « La vue à travers la fenêtre peut influencer le rétablissement suite à une opération chirurgicale. » Et un malade, on dit souvent, qui est bien dans sa peau, ben, il appelle moins la sonnette, il est heureux, il sourit, donc l'infirmière va mieux. Et j'avais un taux d'absentéisme qui baissait progressivement au fur et à mesure qu'on améliorait les chambres, qu'on améliorait cette idée. D'ailleurs, j'ai fait travailler le fils de Paul Nelson, Hugo Nelson, qui est aussi architecte, sur les colorisations de son père. C'est assez rare qu'un fils travaille sur l'œuvre de son père plusieurs années après. Et la fierté qu'éprouvait le personnel soignant de travailler dans un hôpital qui était très bien conçu, parfaitement conçu dès le départ, c'était extraordinaire. C'était très important pour Nelson d'avoir effectivement cette appropriation du personnel à travers la relation avec les malades. Et le slogan de l'hôpital, on l'avait trouvé assez facilement, c'était « Nous innovons pour votre bien-être ». C'est les deux mots qui caractérisent Nelson, l'innovation et le bien-être. Et un patient m'a écrit même un jour, au livre d'or, « Ah, ici, c'est différent d'un hôpital ». Ben oui, mais non, vous êtes dans un hôpital. Voilà, ça résume tout, finalement, la philosophie de Nelson. Oui, et on voit aussi ce dont on parlait, la souplesse et l'adaptabilité du bâtiment, puisqu'en fait, j'imagine qu'il a beaucoup évolué à l'intérieur. Alors, il est classé maintenant, donc on ne peut plus toucher à la façade. Alors, il est classé, mais grâce à Olivier Saint-Calme, d'ailleurs, je le dis, il n'a pas été totalement classé, parce que s'il avait été classé à l'intérieur, on aurait pu mettre comme Christo, vous savez, l'emballé, et on n'aurait rien fait à l'intérieur. Non, heureusement, c'était l'extérieur qui était classé, des patios, un sol, la fameuse salle ovoïde, l'entrée, mais pas tout, heureusement, parce que sinon on n'aurait pas pu retransformer. Et l'avantage de Nelson, c'est qu'il avait conçu ses poteaux à travers, vous savez, du préfabriqué, du béton, donc ça dure, mais à travers des poteaux qui vont du haut en bas, du 1er au 8e étage, et avec un système beaucoup plus moderne que les hôpitaux qu'on fait ailleurs. Si vous avez le CHU de Caen qui a été fait en 1974, d'abord il fait 100 mètres de haut, 23 étages, des petites meurtrières parce que c'est dangereux d'ouvrir, c'est une horreur d'être dans des chambres comme ça. D'ailleurs, il va être détruit et remplacé. Nelson, il voulait que l'hôpital non seulement lui survive, mais dure très longtemps. Donc, on rase tout, on garde les fenêtres qui étaient monuments classés côté sud, on a changé celle côté nord, parce que c'était un peu une passoire thermique, mais on réussit à refaire complètement, en travaillant sur la sonorisation, sur les couleurs, sur justement cette émotion positive, à faire un bel hôpital. Comment vous pouvez définir effectivement ce que c'est qu'un espace, un bon espace pour un hôpital? Il faut bien réfléchir les espaces, il faut bien réfléchir les circuits, et il faut surtout se mettre à la place du patient, revenir finalement aux fondamentaux de Nelson, en disant « je suis patient, qu'est-ce que je veux, comment je suis bien ». Voilà, il faut aller voir à l'étranger. Il y a des très belles réalisations au Danemark, aux Pays-Bas notamment, dans lesquelles les hôpitaux sont bien conçus. Mais un hôpital, je dirais, c'est un prolongement de la maison. Dans votre maison, vous voulez être bien, vous essayez d'avoir des espaces, des ouvertures. Et ben, il faut penser les chambres, en tout cas pour le malade, exactement comme penserait son logement. Et là, ça change beaucoup de choses. On part du patient. Thorsten, vous êtes en train de travailler sur un grand hôpital. C'est quelque chose d'impressionnant de se dire qu'un hôpital qui a été construit en 1956 est toujours actif, aimé par son directeur, aimé par les patients, aimé par les médecins. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu rapidement de ce projet qui est immense, hein, puisque c'est la superficie, je crois que c'est celle du palais de justice que vous avez livré il n'y a pas très longtemps. On a travaillé sur un concours juste avant la pandémie. C'était 3 semaines avant le rendu. En fait, j'ai reçu un appel en disant le rendu va être déporté. Voilà, en pandémie, lockdown, vous ne pouvez pas continuer.
Et donc, on est en pleine réflexion on est en train de dessiner un hôpital et on se demande, mais qu'est-ce qu'on est en train de dessiner? En fait, on travaille sur... pour vous situer dans le contexte, Olivier Saint-Arbre disait, Nelson y réfléchit sur le programme. Oui. Nous, on reçoit un programme qui est décidé en 2016. On vient de commencer les études véritablement maintenant en 2021. On va les livrer en 2028. Et donc, la seule certitude, on travaille en permanence et la pandémie nous a renforcés dans cette paradoxe que à la fois on a une tâche très très précise. On a rendu une maquette où notre client au début pensait qu'en fait on a tartiné de verre partout parce que d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde a aimé la maquette parce que probablement personne n'a vu le bâtiment, mais ils ont compris, ils ont dit ah oui mais quand même on a compris que il y avait une vraie réflexion sur le rôle du végétal dans votre bâtiment, à l'intérieur et à l'extérieur. D'ailleurs, il se trouve cet rapport à la végétation, on se retrouve sur plusieurs niveaux et à la fois attribue à le bien-être des patients et au personnel évidemment qui travaille. On a dessiné cet hôpital avec l'idée qu'il faudra trouver un élément qui fait respirer. Et voilà, le seul élément qu'on a trouvé pour que ce bâtiment peut respirer, c'est de faire un très grand jardin sur la toiture qui est ouvert pour les personnels, pour les patients. Et il y a ce réflexe naturel à un programme très précis, c'est-à-dire qu'il y a la désobéissance à ce programme, c'est-à-dire on a dit finalement, ce grand jardin, mais qu'est-ce qui est le plus agréable faire un restaurant dans ce jardin? Donc, on a mis le restaurant qui initialement était prévu au rez-de-chaussée en contact avec la ville. On a mis dans ce jardin. Qu'on comprenne bien, le programme arrive, c'est quoi? C'est des mètres carrés, on vous dit tant pour tel service, tant pour telle spécialité, tant pour l'accueil, tant pour l'urgence, oui. Tant pour... C'est même, ça va au-delà, c'est telle prise, combien de prises pour tel espace. Ouais. Ça ne spécifie pas la couleur, donc on a mis un peu de rouge dans l'hôpital. Non, ça va effectivement très loin. Il faut aussi comprendre, c'est issu des longues discussions qui est issu les clients, discussions avec des médecins. Donc ça part d'une très très bonne volonté. Donc et c'est une outil extrêmement rassurant, mais évidemment il peut aussi avoir l'effet exactement négatif qu'on oublie en remplissant ce catalogue, on dessine ce qu'il faut faire. Ouais. Mais ça ne fait pas un bon hôpital. J'imagine qu'il y a des demandes techniques très, très, très précises qui sont le temps pour aller à la salle d'opération, les lieux de circulation, j'imagine des choses très, très pragmatiques comme ça. Mais est-ce qu'on n'en oublie pas, évidemment, dans le programme, l'accueil des gens, le fait de se sentir bien, le fait de ce rapport du non médical jusqu'à quelque chose qui devient de plus en plus médicalisé jusqu'au... Ça ouvre peut-être la discussion à un autre thème qui est aussi le rapport avec la ville. Et ici, il y a un autre paradoxe, à la fois c'est l'hôpital est ouvert à la ville et à la fois de se fermer, c'est-à-dire de venir jusqu'à la chambre, c'est un espace très intime. Donc comment en fait on gère cette transition via l'accueil jusqu'à la chambre pour que à la fois on s'ouvre sur la ville et on est accueillant, et à la fois on crée cette intimité qui protège les patients, aussi le personnel qui travaille à l'hôpital. Et donc voilà, donc il y a aussi cette paradoxe-là, mais je pense, je préfère parler d'un terme que c'est vrai qu'on n'a pas défini comme ça, mais cette souplesse. Je pense que c'est un terme général de cet hôpital, c'est qu'à la fois, c'est un bâtiment extrêmement rigoureux, parce que c'est la tâche qui le veut, et à la fois, ils doivent être extrêmement souples, parce que personne
ne sait de quoi il fait l'avenir. On a déjà dessiné cet hôpital avec l'idée que l'évolutivité de cet hôpital est vraiment le point fort. Alors, contrairement à l'hôpital de Saint-Lô, qui est loin de la ville, là vous êtes en plein dans la ville, et donc il y a évidemment le rapport de l'accès, de protéger, de comment on rentre, les urgences. On sait qu'évidemment il y a des urgences qui sont des urgences médicales, mais il y a aussi des urgences qui sont des urgences sociales, on pourrait dire, dont Jean-Christophe Ruffin parlait. Ça, c'est aussi évidemment à régler en quelque sorte par l'architecture d'abord. Il ne faut peut-être pas oublier que l'hôpital, ça fait une pièce dans la ville. Et comme aussi son fonction, c'est une pièce dans tout le puzzle, disons, de soins médicaux. Mais c'est vrai que c'est un très grand hôpital qui arrive à Saint-Ouen d'ailleurs, dans une ville qui actuelle n'a pas d'hôpital, donc qui se demande pourquoi ce grand équipement vient chez nous. Qu'est-ce qui va être le rapport de cet équipement qui est dédié au tout le nord de Paris? Comment il va interagir et donc nécessairement, l'hôpital il va devoir créer des espaces qui sont aussi dédiés simplement à des personnes qui habitent autour. D'ailleurs, cette dimension de bâtiment, il a nécessairement doit amener un espace public dédié à la ville, sinon il ne pourra pas fonctionner de notre avis. Votre projet est né avant la pandémie, mais évidemment, il va être transformé ou en tout cas, oui, changé en partie par la leçon de la pandémie, et qu'on voit évidemment en architecture énormément d'hôpitaux en ce moment qui sont en rénovation ou en construction. On sent bien que la question sociale, on pourrait dire, et autour de l'hôpital est devenue beaucoup plus importante, on pourrait dire. Oui, il faut peut-être rajouter une dernière chose à cet hôpital spécifique. S'il remplace deux hôpitaux existants en fonction, Beaujon et Bichat, qui sont tous les deux à même pas 1 kilomètre de distance. Et parce qu'on discute sur la pérennité des pensées architecturales dans le temps, Beaujon, c'est un hôpital qui a quasiment 100 ans. Et donc, l'ambition pour cet hôpital qu'on va construire, c'est que ça va durer au moins 100 ans. Bichat, c'est évidemment un hôpital beaucoup plus récent. Et donc, on peut se poser aussi la question, voilà, en analysant les deux structures, qui fait que tous les deux, les bâtiments qui sont des bâtiments verticaux, c'est des bâtiments de grande hauteur. Et c'est pour ça que notre client a dit, nous surtout, ne dessinez pas un hôpital vertical. Nos médecins sont traumatisés par cette idée d'un hôpital vertical. Et donc après, je pense que c'est aussi une réflexion intéressante, comment en fait les deux hôpitaux puissent après se réunir dans nos nouveaux bâtiments, comment c'est un nouveau départ après cette expérience de la pandémie. Vous travaillez en équipe avec une autre agence d'architecture, qui est l'agence Brunet et Saunier, qui est très spécialisée, on pourrait dire, dans la construction d'hôpitaux. Ce qui fait qu'évidemment, il y a quelque chose qui est un dialogue, je dirais, entre vous. Il y a aussi voilà, un processus, je dirais, pour être encore plus fin dans l'analyse de la construction de cet hôpital. Nous, en défense, à beaucoup, le travail de l'architecte, c'est un travail d'équipe. Et donc, il faut trouver les bons partenaires. Et je pense là, on a trouvé une bonne équipe. Oh, très bien. Juste une petite remarque pour rebondir. Un hôpital, comme vous disiez, dans les directeurs d'hôpitaux, il y a un hôpital, ça dure 40 ans, 50 ans.
Et c'est vrai que la plupart du temps, au bout de 50 ans, on le voit à Saint-Malo, construit en 78, on doit le détruire, il n'est plus du tout d'actualité. Si on arrive à concevoir des hôpitaux qui vont durer 100 ans, comme vous dites, et le mémorial de Saint-Lô va durer 100 ans sans problème, c'est qu'il faut le concevoir très modulable. Je dirais même peut-être avec des cloisons extrêmement modulables. Je ne sais pas comment, je ne suis pas architecte, mais vous savez, on se plaint parfois à Paris d'avoir des chantiers permanents mais dans un hôpital, c'est pareil, c'est un chantier permanent. On n'arrête pas de détruire, reconstruire, parce qu'il y a des nouvelles spécialités, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux besoins, des changements de lits, des changements de services. Donc, il faut le concevoir extrêmement comme un Lego, quelque part, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je vous en prie. Justement, c'est une bonne transition pour Cynthia Fleury. Voilà, en tant que philosophe, psychanalyste plutôt, philosophe, voilà, vous intervenez dans les hôpitaux et vous les analysez, et vous faites aussi un travail assez fabuleux avec des designers, entre autres les Susmo, sur l'analyse des urgences, hein, particulièrement. Et puis peut-être aussi, pour le dire très vite, jeter un peu toutes mes questions, peut-être que faire aussi un point sur cette notion de soin ou de care et la façon dont elle évolue dans la société, et qu'évidemment, c'est plus le même soin, on pourrait dire, il y a 50 ans que maintenant, et que peut-être qu'évidemment les hôpitaux, en tout cas les gens qui dessinent les hôpitaux, doivent en connaître, en tout cas ce changement de société. Alors, nous, à la chaire Humanité et Santé du Conservatoire national des arts et métiers, et qui est relié effectivement au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, la chaire est localisée notamment sur Sainte-Anne, mais elle est celle du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Sur la question de architecture et soins, on a quand même développé une focale là-dessus avec un chercheur associé qui s'appelle Éric de Toisy, qui est architecte de l'agence notamment SCO, avec laquelle on a directement qu'est-ce que c'est que la dimension spatiale du soin. Donc on travaille directement là-dessus, pas simplement l'architecture des lieux soignants, parce que bien sûr ils développent ça, mais plus globalement ce que nous on pourrait penser en héritage de la psychothérapie institutionnelle, la fonction phorique, la contenance, les questions d'enveloppe, voilà, les questions d'ambiance, ce que aujourd'hui quelqu'un comme Bégou pourrait appeler l'écophénoménalité. Bon, c'est-à-dire en gros comment un lieu vous soutient, comment un lieu vous accompagne. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les notions Hermann Simon, donc avant la psychothérapie institutionnelle, qui parlait de pathoplastie. Et donc, en gros, comment un milieu vient littéralement bousiller votre santé, mais pas simplement, puisque lui, pour le coup, la psychothérapie institutionnelle, ça parle aussi de ce qu'on pourrait appeler du nosocomial psychique, c'est-à-dire, en gros, comment une toxicité peut prendre la main, mais par des rapports sociaux. Sauf que les rapports sociaux, ils sont aussi, bien évidemment, alimentés par un milieu qui est plus ou moins soutenant, plus ou moins qui donne accès aux éléments. On sait à quel point les éléments sont constitutifs du bien-être. Donc, on travaille, il y a un cours qui est là-dessus, il y a une thèse qui est incubée aujourd'hui, qui est portée par Marie Tesson, qui est effectivement incubée également chez SCO. SCO qui, en l'occurrence aujourd'hui, s'occupe de l'Hôtel-Dieu, ce qui n'est pas... bon. Donc ça, c'est tout un premier point. On va d'ailleurs aller on va faire une exposition bientôt sur l'architecture et le soin au pavillon de l'Arsenal, et où on reviendra comme ça pour voir justement qu'est-ce que ça raconte, cette architecture du soin, comment ça fonde une cité, comment ça dit bien évidemment notre rapport au normal, au pathologique, etc. Je ne vais pas refaire ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu en entrée avec la naissance de la clinique. Donc ça, c'est le côté très factuel, c'est-à-dire comment on travaille sur architecture et soins à la chaire. Après, voilà, d'où ça venait, effectivement, moi je suis un philosophe, plutôt un philosophe moral et politique en l'occurrence, même si j'ai travaillé les questions de soins et les questions du care. Le care, en gros, rapidement, c'est une notion qui a été pensée plutôt d'abord par un pédopsychiatre, donc par Winnicott, enfin, et d'autres, je ne vais pas faire toute une historiographie du care, mais on va dire qu'on a un moment important avec Winnicott autour du care et du cure, en disant qu'il y a un geste matriciel quasiment de tout
du principe d'individuation de la société, de la vie, qui correspond même, dit-il, à l'archétype thérapeutique, et il nomme cette chose la préoccupation primordiale, on pourrait s'arrêter là, il rajoute de la mère, puisqu'on est quand même dans les années 50, donc en gros le holding, le fait de soutenir, le fait de porter. Et c'est vrai qu'il dit une chose extraordinaire, il dit le soin comme élaboration imaginative. Moi, ça m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire en somme, comment un adulte vous accompagne pour que le monde ne vienne pas vous brutaliser plus que ça, et que vous espériez quelque chose du monde, et que le monde en même temps vous attende. Donc le soin, on voit très bien que le soin, c'est pas simplement du matériel, c'est tout l'immatériel qui est autour et qui est constitutif tout simplement de votre individu. Donc ça, c'est un moment très à la fois médical et sur, je dirais, la psychologie du développement. Et puis ensuite, le care, ça a été, comme on le sait, récupéré par les théories plutôt féministes anglo-saxonnes, Gilligan d'abord, Tronto derrière. Et Gilligan, je passe, puisqu'elle a été ce moment, je dirais, de féminisation, c'est-à-dire de se poser la question si la morale était genrée. Alors oui, mon capitaine, et que lorsque la morale est dite plus féminine, c'est le fameux care se souciant non pas du seul individu, central du jeu, mais au contraire de dire, voilà, qu'est-ce qui va maintenir la qualité des relations en présence. C'est ça une des définitions du care. Donc quelque chose de terriblement plus dynamique, décentralisé, et qui constitue à ce moment-là une morale, une manière d'être au monde. Et puis Tronto fait un geste encore plus intéressant qui est une politisation du soin, en montrant que oui, en fait, il faut plutôt déféminiser cette histoire-là. Et il faut comprendre que le soin doit être porté par nous tous. Et à ce moment-là, elle le fait comme mode matriciel, comment rendre habitable le monde. Et moi, j'arrive de cette histoire-là, c'est-à-dire qui s'intéresse aux soins, à la santé, mais d'une façon très, très holistique et d'une façon très politique, et qui ensuite, bien évidemment, de façon plus appliquée, va aller se poser la question, comme on a dit là, c'est-à-dire la place de la nature dans la résilience de la santé. On sait aujourd'hui il y a un evidence base de ça tout à fait conséquent. La question du bruit, on ne l'a pas évoqué, mais comment le bruit circule, comment on peut l'atténuer. Une des grandes difficultés pour l'architecte, indépendamment de rendre un lieu, appropriable, aimable, tout ce que vous voulez, c'est la rigidité du cahier des charges, absolument délirante, parce que pour avoir vu un peu et en même temps le fait que oui, il y a quand même de l'inconnu, et oui, demain, ne serait-ce qu'avec l'ambulatoire, ne serait-ce qu'avec la santé connectée, je dis la santé connectée parce que la chaire est liée à la chaire BOPA, donc bloc opératoire augmenté de la PHP, chaire dirigée par le professeur Éric Vibert, et il me raconte une chose très basique, c'est que les plateaux, la lourdeur des plateaux fait que si vous renforcez pas les parterres, ça s'écroule, ou alors il faut mettre tous les blocs opératoires augmenté au rez-de-chaussée, donc tout est changé. Et le bloc opératoire augmenté sans 5G, ça marche pas, mais si vous avez fait une expérience dans certains hôpitaux de choper la 5G, vous m'appelez. Donc si vous voulez, tout ça fait, ou un réseau classique. Donc on voit très bien que bien sûr, tout ce qui est demain sur la chirurgie augmentée, tout ça va aussi fondamentalement transformer la manière dont on pense un hôpital. Et je ne parle même pas de la question des aidants, des familles, du rétablissement. On sait que la France est très faible en recovery. Elle est très faible en recovery, peut-être aussi parce que ces hôpitaux sont à côté de la plaque à ce niveau-là, en tout cas une grande partie. Parce que effectivement, l'architecture, le milieu, le bien-être, tout ce qu'on appelle la fonction phorique, comment ça vient vous porter, vous contenir, est absolument déterminant. Donc nous, on travaille sur ces questions-là, à la fois effectivement avec les architectes, avec les designers, les SISMO notamment. Alors les SISMO, c'est plutôt à l'intérieur. Je dirais que SCO, c'est plutôt l'extérieur, et puis les SISMO, c'est plutôt à l'intérieur, où là, on va être sur la réinvention de protocoles, de prototypes. Alors ça peut être des protocoles d'organisation, comme aux urgences, etc. Ça peut être des prototypes. Là, par exemple, on travaille en ce moment sur un protocole de contenance
liées notamment à la question de la contention mécanique, c'est-à-dire comment on fait pour justement ne pas aller dans la contention mécanique et comment on peut produire des objets qui permettent au sujet de se contenir et donc de lui-même notamment s'envelopper au travers justement d'un objet un peu particulier, ou d'utiliser des parcours sensoriels pour ce qu'on appelle un parcours de diversion thérapeutique pour se défocaliser et en même temps retrouver une contenance et donc sortir d'une crise ou anticiper une crise, etc. Donc ça, ce sont des travaux aujourd'hui qui existent. Et je dirais tout simplement qu'il faut un travail avec les sciences humaines et sociales. Et donc la chaire fait cela, la chaire de philosophie à l'hôpital et la chaire humanité et santé. J'étais très frappé, je relisais des lettres de Céline, dans le cas du docteur Louis Détouche, et qui, en 25, est invité à visiter tous les hôpitaux d'Amérique et d'ailleurs, il va jusqu'au Canada, il va plus loin, et invité et payé par la Société des Nations. Et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il en conclut, en gros, des hôpitaux américains? C'est qu'en fait, ils sont là pour que les travailleurs puissent continuer à travailler et qu'ils soient immobilisés le moins longtemps possible. Donc, c'est évidemment cette question du soin, je la trouve évidemment absolument importante. Mais est-ce que véritablement la société se donne mais c'est très juste. Met en priorité ou... Ça, de fait, il y a du travail à faire. Mais vous avez raison. Néanmoins, cette contradiction, hélas, cette contradiction, elle existe dans toute la société. Je veux dire par là qu'on a un discours qui est plutôt un discours humaniste et valorisant les humanités et la présence des humanités, éventuellement l'approche centrée patient, etc. Comme on peut avoir un discours sur l'approche centrée élève ou l'approche centrée travailleur, etc. Et puis on a des structures qui après sont vouées plutôt au productivisme, à la performance, au rationalisme gestionnaire, à la tarification à l'activité, etc., etc. Donc, et c'est orthogonal. Donc, cette contradiction, elle anime la société et pas simplement les hôpitaux. C'est pas ça pour me dédouaner, mais c'est hélas une vérité qui est là. Néanmoins, c'est une lutte active, je pense, pour justement démontrer aussi que fondamentalement, tout ce qu'on vient de dire sur ce qui paraît éventuellement superfétatoire, en fait, ne l'est pas. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de démontrer le caractère terriblement opérationnel de la beauté des lieux. Et que la beauté n'est pas du tout quelque chose qui est luxueux, mais qui, au contraire, nourrit littéralement non seulement les patients, mais les soignants. Et moi qui travaille sur la clinique du burn-out des soignants, je peux vous dire à quel point travailler dans un lieu qui tout d'un coup vous inspire et qui participe, en l'occurrence, de votre ethos de soignant, c'est déterminant, absolument. Donc l'enjeu, il est un peu là, c'est-à-dire d'utiliser, c'est un peu de l'entrisme, mais il s'avère que c'est vrai. Il s'avère que oui, c'est vrai, la lumière, un son qui n'est pas insupportable, pas des mètres carrés à parcourir pendant je ne sais combien de temps, tout ça, c'est-à-dire quelque chose qui prend en considération le sujet, soit le sujet malade, soit le sujet des familles, soit le sujet des soignants, oui, ça donne généralement des lieux plus opérationnels et pas simplement plus chers ou que sais-je. Toute la difficulté, c'est que la conception des soins s'accélère aussi. Et autant, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça, l'organisation des soins était figée. Pendant 30 ans, on soignait de la même façon. Là, je dirais, on doit se réinventer sans arrêt. Alors, ça devient, moi j'admire les architectes, parce qu'ils ont des contraintes d'abord techniques, on oublie de parler des normes et tout ça, vous parlez de bloc opératoire, choses comme ça, c'est hallucinant, donc on ne peut pas construire n'importe quoi. Alors certes, il y a des invariants, on parlait de lumière, de musique, d'insonorisation, ça ok, mais l'organisation du soin, je vous cite un exemple, on parlait des urgences, j'étais avec des urgentistes récemment qui me disent, mais on va repenser totalement des urgences, c'était en Normandie, en disant, non, il ne faut plus de brancards, il faut des sièges. Parce que quand vous êtes assis moins longtemps, et le but, c'est de les monter le plus vite possible dans les étages, c'est pas qu'ils restent. Sinon, des urgences, vous pouvez faire un service qui a 20, 30, 40, et vous rajoutez des lits et des lits et des lits, des brancards, ça devient une cour des miracles. Alors, mais la seule chose, c'est que cette pensée, elle est nouvelle, elle peut changer la façon de concevoir le soin, peut changer une vitesse grand V. C'est pour ça que je parlais d'hôpital évolutif, parce que si on rigidifie cette architecture,
on n'est plus du tout dans la réalité des faits. On doit presque se justifier, donc merci de donner cette justification. Quand l'ambition, c'est de dessiner un beau bâtiment, parce que la beauté, ça veut dire beaucoup de choses, donc vous avez très bien parlé, merci beaucoup. On oublie de dire que l'hôpital, c'est un lieu où les malades viennent angoissés. Les familles viennent aussi angoissées. Donc il y a déjà un stress, ne serait-ce que d'arriver sur le parking. Alors si effectivement d'arriver dans l'hôpital, vous continuez à générer de l'angoisse, tout va de travers. Donc effectivement, de concevoir l'hôpital comme un prolongement de la ville, chez les hôpitaux à l'étranger, c'était les boutiques de la gare Montparnasse. On ne voyait pas la différence entre un mall américain et puis l'hôpital. Mais on a l'impression de ne pas rentrer dans un hôpital. Il faut arriver. On parlait de musique, on parlait de couleurs, on parlait de... même je vous disais, pourquoi pas à l'extérieur de l'hôpital, mettre comme l'IRCAM là, à l'entrée de la place Beaubourg, vous avez des grands aplats de couleurs, quelque chose de gai, de joyeux, de désangoissant, je dirais, si je peux me permettre ce mot-là. C'est très important. Merci. Ben voilà, nous allons conclure sur ces mots. Et je suis très content de savoir qu'il y a donc un projet d'exposition. Donc tout à fait, en mars, je crois. En mars, et exactement sur le... Alors, le titre, j'avoue que je ne sais plus, mais en l'occurrence, qui est dédié aux soins dans la ville. Et voilà, et comment, à la fois, il a constitué la ville, et comment, demain, on réinvente aussi les lieux du soin. Eh bien, merci. On est impatients de voir cette exposition. Merci beaucoup. Au revoir.